Merci à toutes et tous de participer à cette première mini-conférence de l'année de Descartes Développement et Innovation, qui est une conférence importante et intéressante, en particulier, puisque c'est l'occasion de vous restituer deux expérimentations que nous avons menées en 2021. Expérimentations étant des sujets avec des technologies particulières que nous avons voulu regarder de plus près sur la Cité des Cartes. Donc, ces deux expérimentations portent l'une sur le monitoring de ce qui relève de tout ce qui est pesticides aux alentours de la Cité des Cartes et des espèces en matière de biodiversité qui sont présentes aux alentours de la Cité des Cartes. Donc là, c'est sur notre sujet biodiversité. Et une deuxième expérimentation sur les flux de voyageurs qui traversent, restent, dorment sur la Cité des Cartes avec un certain nombre de données correspondant à leur profil. Ces deux expérimentations ont été menées d'une part Fluvision sur les flux de voyageurs avec Orange, qui est un de nos partenaires économiques par ailleurs, et la deuxième expérimentation sur le monitoring du pollen prélevé par les abeilles par une start-up qui s'appelle Biodiversity et dont nous avions trouvé l'offre particulièrement intéressante. Les résultats, sans plus attendre, on va les découvrir ensemble avec un petit rappel méthodologique de la façon dont les mesures ont été faites, et puis bien évidemment une présentation des résultats. Les présentations vont être assez courtes, une vingtaine de minutes, 25 minutes. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat et on y répondra dès la fin de la présentation d'Orange et de Biodiversity. Et puis on va tenir sur 1 heure, comme d'habitude. On prendra à la fin de l'atelier, peut-être quelques minutes, s'il vous plaît, pour que vous remplissiez notre petit questionnaire d'évaluation qui est important pour que nous améliorions sans arrêt nos prestations et notamment notre programme d'animation et notre programme événementiel. Je suis Jean-Christophe de Tauzial, le directeur général de Descartes Développement et Innovation. Vous avez avec moi Yael, qui est notre responsable de communication, et on a aussi Nathalie, qui nous a quittés, mais qui est la personne qui a travaillé à la conception avec les prestataires de ces expérimentations l'an dernier. Donc, coucou Nathalie. Voilà, je crois qu'on commence par Yael. Je crois qu'on avait prévu de commencer par, je ne sais plus si c'est biodiversité ou Fluvision. Par Orange. Fluvision. Bonjour. Par Fluvision. Bonjour Sylvie. Donc, je vous propose qu'on y aille. Donc, la parole est à vous. Julien. Oui, bonjour à tous. Donc, Julien Bouvier, je suis un data analyst au sein des équipes de Fluvision. Donc, Fluvision, c'est une solution portée par l'entité Orange Digital et Data chez Orange Business Service, donc la branche entreprise qui s'adresse aux entreprises. Et donc, on est sur une solution ici Fluvision qui a été développée il y a plus d'une dizaine d'années et qui a vu le jour en 2014, donc fruit de nombreuses années de R&D. Très concrètement, donc on a accompagné effectivement Cité des Cartes sur une expérimentation entre le 20 novembre et le 20 décembre, donc sur une zone d'études sur laquelle on va revenir. Mais tout d'abord, un petit volet méthodologique de ce qu'est la solution Fluvision, de ce qu'elle peut apporter aussi comme enseignement. Donc, on est sur une donnée issue donc de la téléphonie mobile de nos abonnés. Nos abonnés donc qui sollicitent notre réseau radio mobile pour tout événement mobile qui soit actif, donc un envoi de SMS, des appels ou même pour naviguer sur Internet tout simplement depuis leur téléphone mobile, mais également des événements passifs qui sont utiles pour notre réseau pour faciliter une communication entre divers mobiles. Donc là, le schéma que je valorise sur cet écran illustre le voyage de la donnée Fluvision, qui part des
effectivement des téléphones mobiles Orange et Soch pour les visiteurs français et des mobiles qui ont des accords d'itinérance sur le territoire national dès lors qu'ils ont une carte SIM à l'international. Ces événements mobiles donc sont tout ce qui nous intéresse, nous, ce sont les événements mobiles qui sont à la Cité des Cartes, autour de la Cité des Cartes. Donc pour cela, on a mis en œuvre une sélection d'antennes de notre réseau qui couvre le mieux possible la Cité des Cartes. Et donc ces événements mobiles donc transitent sur nos solutions sur notre plateforme en temps réel. Toute trace anonyme, toute trace personnelle est directement anonymisée de manière irréversible, hein, puisque derrière nous on constitue des indicateurs statistiques de la fréquentation du lieu que l'on observe. Donc, soyez rassurés, il n'y a aucune information individuelle ni même personnelle qui est valorisée à travers les études. On constitue des indicateurs statistiques pour valoriser des indicateurs de fréquentation, de mobilité ou encore sur les profils. On va pouvoir les illustrer sur l'expérience à la Cité des Cartes. Et donc, nos données qui transitent sur la plateforme sont ensuite constituent des indicateurs qui sont valorisés au travers de fichiers tabulaires et à travers un database que l'on a proposé à la Cité des Cartes. Notre opération, le voyage de la donnée aussi, elle fait partie d'un redressement global à l'échelle de la population, parce que savoir sur la Cité des Cartes qu'on a X ou Y abonnés au réseau Orange, c'est une information qui n'est pas vraiment pertinente. Donc, on a mis en œuvre des opérations de redressement les plus fiables possibles pour à la fois prendre en considération les mobiles Orange invisibles, mais aussi les mobiles sur lesquels qui ne sont pas des abonnés Orange ou Soch. Et derrière, la troisième étape, donc, c'est un redressement statistique à l'ensemble de la population, étant donné, donc, par exemple, que les jeunes enfants ou encore certaines catégories de personnes ne sont pas équipés de téléphones mobiles. Donc, on se rapproche ici des pyramides des âges de l'INSEE afin d'avoir une vue. Donc, on va y revenir sur cet aspect dans la donnée finale, mais une vue pour le coup standard de la population. Donc voilà, diverses étapes où on prend en considération notamment nos parts de marché locales pour avoir une donnée au final estimée d'un volume de personnes la plus fiable possible, globalement sur tout territoire d'étude, sur la volumétrie en tant que telle qui est observée, qui est estimée pour le coup. On estime côté Fluvision qu'elle a plus ou moins 10% de la réalité. Alors, notre solution qu'on a mise en œuvre ici, elle fait partie de la verticale dédiée aux collectivités, donc avec des indicateurs qui sont assez simples, sur laquelle on a une ventilation de la population entre visiteurs français d'une part et visiteurs internationaux d'autre part. Et pour cet ensemble-là, donc sur nos indicateurs journaliers, on a une distinction de la durée de présence journalière d'observation sur les antennes de notre réseau qui couvre la Cité des Cartes, en distinguant les personnes observées furtivement, donc moins de 30 minutes tout au long de la journée, celles qui sont restées significativement, donc entre 30 minutes et 3 heures, et les actifs et les résidents qui ont été observés plus de 3 heures. Donc, 3 catégories de présence sur nos indicateurs journaliers. Et on a une autre temporalité, donc les créneaux de 30 minutes, sur lesquels il n'y a pas cette distinction des durées de présence, où là, on a des volumétries de présents, d'entrants et de sortants pour tout créneau entre minuit et 23h30. Donc, ces indicateurs-là permettent donc de comprendre la fréquentation d'un territoire, de pouvoir distinguer, puisqu'on fournit une donnée au jour le jour, de distinguer la fréquentation en semaine et la fréquentation du week-end, par exemple. On verra sur la Cité des Cartes que c'est assez différenciant. Et on peut également valoriser les pics de fréquentation dans la journée. On propose également des indicateurs de mobilité, donc qui ont pour intérêt de comprendre la zone d'attractivité, la zone de chalandise du territoire étudié. Donc avec d'une part des indicateurs sur la nuit d'éveil,
mais aussi sur le lieu principal de présence en journée, donc la zone d'activité, et également un autre indicateur qui permet d'appréhender le lieu de présence majoritaire dans les 3 heures qui précèdent ou dans les 3 heures qui suivent un créneau de 30 minutes. Donc, tout cela en se basant sur un zonage de segmentation de notre côté qui a été créé par Fluvision et qui découpe, par exemple, de la manière la plus fine, l'ensemble du territoire métropolitain en 18 000 mailles. Ce sont des iris regroupés. En fait, l'iris est un découpage infracommunal de toute commune en France avec, enfin, les communes qui ont plus de 5 000 habitants sont découpées en iris. Et on a fait des regroupements entre certaines briques d'iris afin que ces regroupements correspondent du mieux possible à la densité de notre réseau radio mobile sur le territoire. Enfin, on a un troisième type d'indicateur qui permet d'apprécier le profiling des personnes qui sont observées sur une zone avec la récurrence de visite. Donc là, on regarde les 2 dernières semaines ayant précédé une visite afin de voir si le mobile il est très récurrent sur la zone ou bien s'il est exceptionnel. Il y a des informations aussi sur le profil sociodémographique, donc sur les tranches d'âge, sur la civilité ou encore sur le profil des catégories socio-professionnelles. Donc sur ce dernier aspect, on s'appuie sur une segmentation GeoLife, donc un produit d'Orange qui distingue tout territoire selon qui segmente tout le territoire français à l'échelle de l'IRIS selon les indicateurs de l'INSEE. Sur les âges et la civilité, la solution Fluvision là s'appuie sur sa base de contrat mobile où quand on s'abonne à un abonnement Orange, on renseigne sa date de naissance, son adresse de résidence ou encore sa civilité. Et voilà, c'est sur ces informations qu'on s'appuie pour retranscrire une information sur les profils par tranche d'âge ou par genre homme-femme. Et enfin, donc, on a un indicateur d'origine géographique, donc avec pour les Français une répartition par département de résidence et pour les visiteurs internationaux grâce à la connaissance de l'opérateur qui porte une carte SIM d'un visiteur international. Donc, on a une répartition ici par origine internationale. Avant d'aborder ces indicateurs pour le compte de la Cité des Cartes, je vous représente ici les 2 zones qui ont été mises en observation sur la cité, donc la zone turquoise et la zone orange, qui sont des zones de probabilité de capture. Hein, on est sur une propagation des ondes mobiles avec leur volatilité. Donc, on peut avoir des mobiles à l'extérieur de ces zones qui sollicitent les antennes qui font partie de la sélection. Et à l'inverse, c'est quand même plus rare. On peut avoir des mobiles Orange ou Soch dans la zone d'étude qui ne fassent pas partie de l'observation. On est vraiment sur des probabilités d'observation. Et juste un petit focus là sur la zone turquoise, donc qui est valorisée ici en rouge. C'est très concrètement la retranscription qu'un mobile a 50%, au moins 50% de probabilité d'être comment dire pingé auprès des antennes de la sélection, alors que la zone orange c'est au moins 30% des mobiles, leur probabilité d'être captés, alors que la zone jaune c'est au moins 20%. Donc voilà, on a une retranscription ici de la propagation des ondes des antennes qui font partie de la sélection. Les antennes ici, on les voit représentées par les flèches orange et jaune avec leur orientation vers le territoire. Donc là, on est sur un secteur où la densité radio mobile était assez forte, mais on a des biais à l'extérieur de la Cité des Cartes pour une bonne interprétation, une interprétation complète de nos indicateurs, qui sont notamment donc les zones résidentielles autour de la Cité des Cartes, mais surtout la ligne RER A qui passe au nord de la zone et l'autoroute A4, l'autoroute de l'Est, qui est au sud de la zone. On va le voir déjà avec ces indicateurs-là, leur impact, les biais qu'ils apportent à la bonne interprétation de nos indicateurs. Donc, on a communiqué à la Cité des Cartes un data viz grâce à la solution Microsoft Power BI, dont on voit ici des impressions écran.
on a choisi avec Jean-Christophe et Yael plutôt de valoriser des impressions écran de cet outil afin d'insister sur certains indicateurs et de vous montrer en quoi tel indicateur peut répondre à certaines questions et pas d'autres. Donc là, ces deux premiers graphiques valorisent nos indicateurs par créneau de 30 minutes, avec à gauche les volumes d'entrants et de sortants. Donc un entrant étant une personne nouvellement observée sur le créneau horaire, donc par une des antennes de la sélection, alors qu'un sortant, c'est une personne qui n'est plus observée sur le créneau alors qu'elle a été observée sur le créneau précédent. Donc là, au niveau des entrants, hein, on a un graphique ici qui s'intéresse uniquement aux jours de semaine. On a des forts pics d'entrants et de sortants tôt le matin, donc entre globalement 7h et 9h30, et des pics de sortants et d'entrants entre 16h30 et 19h30. Donc là, qui montre que les axes de passage qu'on a au nord et au sud de la zone sont vraiment impactants sur la bonne, enfin l'interprétation complète de ces indicateurs par créneau de 30 minutes. Très concrètement, si on souhaite vraiment observer la population de la Cité des Cartes sur cette temporalité-là, il faut bien avoir conscience que on a ces axes de passage qui peuvent être gênants sur l'interprétation des indicateurs. Et à droite, là, on a fait un focus entre les 2 journées. Donc, la courbe bleue turquoise qui valorise la fréquentation du 30 et du 1er novembre, donc 2 jours sur lesquels il y avait un événement au sein de la Cité des Cartes, alors que la courbe un peu plus bleu marine valorise les 2 jours qui ont suivi, donc le jeudi et vendredi 2 et 3 décembre. Donc on voit quand même des fréquentations, donc là on est sur la fréquentation, hein, on n'est plus sur les entrées et les sorties, une fréquentation qui est sensiblement équivalente entre ces 2 ensembles de 2 jours d'études, avec cependant sur le temps du midi, là, donc entre midi et 3h et 13h, donc un volume estimé de personnes qui, sur la période d'analyse, était 2000 personnes supérieures à la comparaison donc des 2 jours sans salon. Voilà le type d'informations qui peuvent être utiles pour comprendre la fréquentation de la Cité des Cartes à l'échelle de ces créneaux horaires. Alors, juste par rapport au biais d'interprétation de l'autoroute et de la ligne RER, on aurait pu peut-être travailler sur une zone encore un peu plus fine du territoire. Voilà, c'est pas le choix qui avait été fait. Sur une nouvelle expérimentation, on pourrait peut-être essayer de regarder un lieu en particulier de la Cité des Cartes, enfin voir si Orange a cette capacité de bien observer ce lieu sans avoir le biais de la ligne RER ou de l'autoroute. Donc sur cette temporalité par créneau de 30 minutes, on a vu que il y avait des biais notoires à une bonne interprétation, une interprétation complète de cet indicateur. Là, je bascule désormais sur nos indicateurs journaliers. Donc, un indicateur journalier, c'est entre 8h et 22h, on estime le nombre de visiteurs uniques sur cet ensemble, sur cette plage horaire, avec une ventilation de la durée de présence entre les personnes observées moins de 30 minutes tout au long de la journée. Donc là, on a vraiment la possibilité ici de mieux distinguer les personnes qui sont en transit sur la zone et autour de la zone. La deuxième durée de présence, donc c'est la durée significative entre 30 minutes et 3 heures, et les plus de 3 heures, donc qui valorise plutôt des actifs et des résidents. Donc le graphique de gauche valorise l'ensemble de ces 3 durées de présence, et on voit tout de suite que les personnes observées moins de 30 minutes à la journée, donc les inférieures à 30 minutes, constituent environ les 2/3 des personnes observées tout au long de la période d'étude. Donc, à travers l'outil, on a la possibilité de filtrer facilement cette durée de présence. Et donc, sur le graphique de droite, on ne voit ici que les visiteurs observés au moins 30 minutes sur la zone de la Cité des Cartes. Et tout de suite, ce qu'on y voit, c'est qu'on a des volumétries en semaine versus le samedi et encore plus versus le dimanche qui sont assez marquées. Donc là, on voit bien plus clairement la fréquentation de la Cité des Cartes et de ces environnements très proches. Très concrètement, c'est l'objet de mon deuxième commentaire ici en bas.
On a 32 000 visiteurs uniques, donc observés au moins 30 minutes les jours ouvrés, alors que le samedi, on est plutôt autour de 20 000 et le dimanche autour de 14 000. Donc, en semaine, on a une population 3 fois supérieure à celle du dimanche, par exemple. Donc, sur l'ensemble de la période d'études, quand on était hors vacances scolaires, c'était un choix aussi qu'on avait décidé de ne pas considérer une telle période. On amène également des informations sur le profil des visiteurs. Donc à gauche, c'est selon la segmentation des GeoLife d'Orange, donc qui attribue à tout iris sur le territoire une catégorie. On a 3 catégories principales. Donc la catégorie populaire, les CSP en croissance et les CSP supérieurs. Là, sur le territoire de la Cité des Cartes, donc toujours sur les personnes observées au moins 30 minutes, donc le DDP ici supérieur à 30 minutes, on a 20% des personnes qui sont issues de quartiers populaires. Donc, c'est une valeur qui est plus faible à la moyenne que l'on constate sur d'autres études en Île-de-France. Et à droite, donc on a une répartition ici des tranches d'âge on a fait le constat ensemble avec Yael et Jean-Christophe que la représentation des 18 à 24 ans ici n'était vraiment pas suffisamment marquée par rapport à la véritable représentation de cette tranche d'âge sur la Cité des Cartes. Elle est pour explication côté Fluvision du fait qu'on est sur un redressement assez standard de la population et aussi par le fait que dans notre redressement ici, on considère les mobiles qui font partie de contrats multi-carte SIM, donc c'est-à-dire des parents qui ont les cartes SIM de leurs parents. Et sans doute que cet aspect dans ce redressement standard, on ne l'a pas suffisamment pris en considération pour que la proportion des 18 à 24 ans soit plus marquée sur la zone telle qu'on pourrait l'entendre. Enfin, le dernier commentaire là sur la récurrence de visite des personnes. Donc, sachez qu'on a environ 3000 personnes qui sont observées quasiment tous les jours donc, sur la zone d'études et on a environ 4000 personnes qui sont observées de manière très exceptionnelle sur la zone d'études tous les jours. Donc, ce 4000, si on le rapporte aux 32 000, voilà, on a on a environ 15% des personnes qui sont observées de manière exceptionnelle chaque jour sur la zone de la Cité des Cartes. Sur les origines géographiques, donc on a une ventilation entre les visiteurs uniques français, donc par origine départementale, où donc les personnes facturées en Seine-et-Marne représentent 42% de la population qui est observée donc sur la Cité des Cartes. Donc on voit là dans les origines départementales qu'on est essentiellement, même très globalement en dehors du département de l'Oise, sur des origines franciliennes. Et sur les visiteurs internationaux, donc des visiteurs espagnols, italiens ou encore quelques visiteurs américains. Mais comment dire, dès lors que les volumétries des origines internationales sont faibles, c'est-à-dire moins de 200 personnes à l'issue de notre redressement, on est toujours assez on met toujours quelques points de vigilance sur l'interprétation trop forte de cette représentation de personnes. Typiquement, ça peut être des résidents aussi qui sont désormais sur le territoire, qui ont une carte SIM à l'international, qu'ils utilisent au quotidien sur le territoire national, sur le territoire métropolitain. Enfin, on apporte quelques indicateurs de mobilité. Donc, on a incité ici uniquement sur les jours ouvrés de la période d'études. Donc, on est sur 4 semaines entières. À gauche, donc, on valorise la zone de présence majoritaire en journée, donc des personnes qui ont été observées sur la Cité des Cartes, alors qu'à droite, c'est la zone de nuit éveil. Donc, ce qu'on y voit là directement, très concrètement, c'est une étendue géographique, une attractivité qui est plus grande sur la zone de nuit éveil par rapport à la zone de présence majoritaire en journée, qui s'explique assez facilement du fait que des personnes qui sont observées sur la Cité des Cartes, elles restent très souvent majoritairement en journée sur ce lieu de la Cité des Cartes. Typiquement, la commune ici qui ressort en premier lieu, donc c'est la commune de Champs-sur-Marne donc on a quasiment un tiers des personnes qui sont observées sur au moins 30 minutes sur la Cité des Cartes qui
qui restent sur la cité garde tout au long de la journée, alors que sur la nuit éveil, là, on est à une proportion plus faible, on est à 19%. Donc voilà, c'est ce qui fait que l'étendue des zones de nuitée, elle est un peu plus importante. Voilà, enfin, on partage un onglet de synthèse et aussi un onglet de contexte avec des indicateurs de l'INSEE qui permettent de bien comprendre sur quel territoire on fait une étude. Ces indicateurs de synthèse, eux, là, s'intéressent à l'ensemble des durées de présence et permettent de voir en un seul coup d'œil les principaux indicateurs dont je viens de vous parler. Merci à tous de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre, j'y répondrai avec grâce. Merci beaucoup, Julien. Donc, effectivement, les grosses masses à retenir, à mon sens, sont à peu près les 30 000 € de flux de visiteurs moyens par jour. Sur 80% de gens qui sont plutôt sur des CSP+, et CSP en croissance, à peu près 3 000 visiteurs récurrents, ce qui nous laisse penser aux salariés en présence sur la Cité des Cartes. 42% de gens venant de Seine-et-Marne, ce qui nous laisse aussi dire qu'on a quand même un rayonnement qui est plutôt seine-et-marnais, aussi un petit peu sur Noisy-le-Grand, et dans une troisième mesure sur Paris quand on regarde les provenances. Mais on a très bien vu sur la carte là qu'on est plutôt sur un rayonnement qui est assez logique, en fait, hein, nord-sud, est-ouest, avec quand même des flux de gens venant d'assez près, peut-être avec une exception sur les Parisiens qui représentent potentiellement des salariés. Quelques visiteurs internationaux aussi. Voilà. Rien de particulier pendant les Future Days. Donc, bon, effet pandémie, on a certainement des biais comme l'autre biais que vous avez mentionné par rapport aux tranches d'âge et au fait que les contrats de téléphonie mobile sont détenus par les parents potentiellement d'étudiants qui viennent de façon récurrente aussi ici. Donc, merci pour toutes ces données. Est-ce que nous avons des questions, s'il vous plaît? Frédéric en a une, oui, je crois. Merci beaucoup. C'est tout à fait intéressant, hein, parce que, travaillant moi-même Cité des Cartes, entre autres campus, c'est intéressant de connaître. Alors, j'ai une question très naïve sans doute sur le seuillage. Donc, vous seuillez à 30 minutes, je crois, parce que vous voulez, si j'ai bien compris, quelque part éliminer les personnes qui seraient en transit. 30 minutes, ça représente une durée, ça paraît très long pour du transit, non? Ça, c'est la première question. On a plutôt tendance à dire, quand c'est un peu bouché, c'est rare, mais 10 minutes devrait suffire amplement. Voilà, bon, donc pourquoi 30 minutes? Et puis, une autre question aussi, est-ce que vous pouvez zoomer, est-ce que vous pourriez zoomer éventuellement sur les zones de parking, en fait, qui sont un problème sur la Cité des Cartes, en fait, pour comprendre effectivement un peu mieux la fréquentation des parkings, etc. Et voilà, merci beaucoup. Oui, alors sur le choix des seuils, c'est un choix qui a été fait pour l'ensemble de nos clients de cette verticale dédiée aux collectivités et dédiée aux retailers, où on a choisi de distinguer une population en transit, voilà, sur les personnes observées moins de 30 minutes tout au long de la journée, qui regroupe à la fois les personnes qui peuvent être vues le matin et le soir, donc les durées de présence sont cumulées tout au long de la journée, mais on peut théoriquement arriver, selon le territoire étudié, à au moins 15-20 minutes, je pense. Mais voilà, c'est un choix qui a été fait globalement sur la solution qui nous permettent d'apporter, enfin de proposer cette solution à un maximum de clients et de manière assez automatisée. Comparativement, par rapport à la deuxième question, comment dire, il faut réaliser une étude de faisabilité technique de notre côté pour pouvoir savoir si on peut observer de manière précise le parking, enfin les étendues de parking. En soi, nous, on n'a pas cette capacité encore à trianguler les événements mobiles pour se concentrer que sur certains territoires très fins. Donc, on a comment dire, des objectifs d'améliorer notre précision géographique de la mesure. Après, tout dépendra de l'étendue des parkings
La difficulté aussi avec les parkings, c'est que les personnes y restent très très peu souvent généralement. Donc je pense qu'en ça, des compteurs locaux, des compteurs implantés au sein du parking auront sûrement plus d'intérêt pour évaluer l'utilisation massive de ces parkings. Oui, merci. Merci beaucoup. Une difficulté qu'on a eue aussi, Frédéric, par rapport à cette question de parking qui est pertinente et qui pourrait être une idée de suite, c'est qu'en fait, les zones de couverture sur la Cité des Cartes par rapport au programme Fluvision correspondent jamais exactement à la Cité des Cartes. On a soit quelque chose de trop petit, soit quelque chose qui coupe un peu l'autoroute. Donc, la deuxième zone qu'on a prise dans nos mesures là est celle qui nous semblait la plus intéressante par rapport à ce qu'on pouvait avoir. Oui. Oui. Alors, on avait possibilité d'avoir une troisième zone qui était un petit peu plus petite, si je me souviens bien, mais qui en fait était restreinte par rapport à la géographie de la Cité des Cartes. Oui, tout à fait. C'est vrai que le problème de parking, c'est le fait que je crois que c'est un des derniers parkings, zones où on peut se garer gratuitement et prendre le RER. Ceux qui viennent effectivement de Seine-et-Marne, qui veulent prendre le RER Noisy-Champs peuvent se garer. Enfin, en principe, voilà, plus ou moins facilement. Voilà, Cité des Cartes, c'est une facilité pour ces personnes. C'est aussi un problème pour les gens qui travaillent Cité des Cartes, qui ne trouvent plus où se garer. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, cette question-là, elle est assez prégnante, voilà, me semble-t-il, actuellement. Merci. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à Biodiversity. Charles, je vous passe la parole. Merci Jean-Christophe. Bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran, voilà, pour lancer le diaporama. Et donc, c'est une présentation qui se fera à deux voix avec ma collègue Laetitia. Donc, je tournerai la caméra juste après. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'était de vous présenter notre projet de biomonitoring découverte qu'on a conduit donc, pour le pôle d'excellence ville durable, donc pour DDI. Et donc, en fait, cet outil est innovant puisqu'on réalise une analyse environnementale par les abeilles. Et donc, j'en profite dès le début de ma présentation pour remercier Laurent Bouillot, qui est avec nous aujourd'hui, qui a été notre relais apicole. Voilà, Laurent qui travaille à l'université Gustave Eiffel. Donc, la présentation est en trois parties. Je vais d'abord vous parler de biodiversité, du biomonitoring pour vous expliquer comment ça marche. Laetitia, après, vous présentera les résultats. Et puis, on essaiera juste de faire une petite ouverture à la fin en termes de perspective. Donc, Biodiversity, très rapidement, on est une PME de 15 collègues. On travaille aujourd'hui dans 10 pays de l'Union européenne et aux États-Unis. Et on manage une centaine de projets pour nos clients. Et vous allez voir par la suite, on travaille sur des secteurs très variés. La société a été fondée en 2012 et donc on a une activité qui est clairement en forte croissance parce qu'on sent bien que le sujet biodiversité devient un sujet, on va dire, d'actualité, devient un sujet sérieux. La preuve en est, c'est tenu en septembre dernier à Marseille le congrès mondial de l'UICN, donc c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui pour la première fois de son histoire se tenait en France. Et donc, comme j'aime à le rappeler, on sort de 15-10 ans de carbone, de climat. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait fini, mais dans tous les cas, on est en train d'ouvrir clairement une séquence de 15 ans sur la biodiversité. Ça va devenir un des sujets majeurs de l'environnement des prochaines années. Alors, sur biodiversité, juste 2 points. Comment on travaille et qu'est-ce qu'on fournit comme données? La façon dont on travaille, c'est qu'on va tout le temps combiner le même triptyque, à savoir nature, par exemple les abeilles, innovation technologique et implication des parties prenantes. Donc, parties prenantes, vous allez voir, on travaille avec tout le monde, des collectivités, des institutions publiques, des entreprises du secteur primaire, secondaire, tertiaire, des associations environnementales de consommateurs et des citoyens. Sur la méthode, la force de notre solution, c'est qu'on travaille sur la biodiversité, sur les polluants, et qu'en fait, on associe à nos solutions systématiquement des indicateurs. Ces indicateurs, ils sont qualitatifs, quantitatifs, et c'est des indicateurs qui ont vocation à devenir des indicateurs d'impact, de décision, pour vraiment apporter des pistes de réflexion, des solutions à nos clients pour qu'ils puissent à la suite agir en faveur de la biodiversité. Donc, on a été récompensé chaque année
pour l'innovation et l'impact environnemental, mais aussi social et sociétal de nos solutions. Et on est par exemple recensé par la fondation Solar Impulse comme étant une des entreprises avec des solutions innovantes au niveau international, au niveau mondial, en faveur de l'environnement et de la biodiversité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille avec tout le monde. Donc, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme vous voyez, on travaille dans le secteur de l'eau, agroalimentaire, l'énergie, l'immobilier, les infrastructures, les autoroutes, par exemple, les ports. On travaille évidemment pour les collectivités, pour l'industrie, les marques engagées. Si je devais résumer cette diapositive en une phrase, la biodiversité, en fait, on la traite avec un double prisme. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est à la fois un objectif pour nous, on veut la préserver, on veut la régénérer. Mais la biodiversité, c'est aussi un service. C'est-à-dire expliquer à nos clients qu'en fait, on peut travailler avec la biodiversité pour avoir un impact positif par rapport à leurs propres activités. Donc, vraiment sortir de cette notion que la biodiversité, c'est qu'une dépense, qu'il y a des dossiers réglementaires à remplir, c'est vraiment rendre la chose dynamique, impactante et que ça amène vraiment un service au territoire. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur le projet qu'on a fait avec Descartes Développement et Innovation, donc on vous appellera DDI, donc en l'année 2021, et donc qui était uniquement basé sur le biomonitoring et qui donne des pistes potentielles pour la suite. Donc je vais passer, avant de passer la parole à Laetitia, je vais vous présenter le biomonitoring, voilà, dans ses grandes largeurs pour vous expliquer un peu de quoi on parle. Donc, le biomonitoring, en fait, consiste à s'appuyer sur le génie de l'abeille qui vont jouer le rôle de drone naturel et collecter des échantillons dans l'environnement pour nous. Donc, la force de l'abeille, c'est à la fois la surface couverte, mais également l'échantillonnage territorial. Donc, la superficie couverte en moyenne par les abeilles est de 700 hectares. Donc, pour être plus concret, 700 hectares, c'est qu'on a le site ici en bleu, on tire un trait, donc un rayon de 1,5 km autour, et donc on gravite 1,5 km autour du site. Et sur cette surface de 700 hectares, les abeilles vont butiner l'équivalent de 4 milliards de fleurs. Donc ça veut dire qu'on va récupérer 4 milliards de matériel environnemental qu'on va pouvoir analyser à la suite. Donc concrètement, comment ça marche ? Laurent avait déjà des ruches installées sur la cité Descartes et donc on lui a transmis un dispositif qui nous permet de récupérer le pollen en entrée de ruche et ce pollen il est ramené par les abeilles. Et en fait, la particularité du pollen, c'est qu'il contient une double information. C'est-à-dire que le pollen fixe à la fois des polluants en surface et il contient en même temps l'ADN des plantes. Donc, ça veut dire qu'au même moment, au même endroit, avec la même solution, on va pouvoir collecter des données sur les polluants, par exemple agricoles, sur les pesticides, sur des polluants urbains, les métaux lourds, des polluants industriels, et en même temps collecter des données sur la biodiversité végétale. Donc, on va pouvoir vous dire quel type de polluant on retrouve, à quel moment de l'année, dans quelle concentration, et sur la biodiversité, vous dire quelles sont les familles et les espèces végétales qui sont butinées par l'abeille. Et donc, ça, c'est un point très important parce que ça permet de rendre très concret, très fonctionnel le sujet de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'espèces présentes sur ces 700 hectares, mais de façon très concrète, quelles sont celles qui amènent des ressources alimentaires pour les insectes, pour les pollinisateurs, et donc pour que l'environnement soit de bonne qualité. Donc, comme vous voyez, c'est le petit schéma en bas à droite. On a une façon de travailler. Normalement, on a plusieurs repères dans l'année, mais ça, Laetitia le réexpliquera tout à l'heure. Et donc, ça nous permet en fait de suivre, quand on fait un biomonitoring complet, les moments de l'année où on a une bonne biodiversité, par exemple comme ici, ou au contraire, les moments de l'année où on a une biodiversité qui baisse, qui s'écroule. Et dans ce cas-là, quand on est sur ce schéma-là, nous, ce qu'on recommande aux partenaires, c'est de favoriser la plantation d'espèces végétales qui vont majoritairement fleurir dans la période carencée pour pouvoir rehausser le niveau de biodiversité. Donc, l'idée vraiment, c'est de collecter, d'analyser, d'interpréter les données, mais vraiment d'aller dans la recommandation et l'action pour agir en faveur des territoires. Donc, voilà, je vais tourner la caméra et je vais passer la parole à ma collègue Laetitia. Merci Charles. Donc, maintenant, je vais vous présenter plus en détail les résultats pour le site de DDI.
Donc ici, on a une première carte qui permet de situer où sont les ruches. C'est le petit point bleu et on le voit par rapport aux limites administratives. Et on a une deuxième carte ici qui zoome un peu plus, où on voit où se trouvent les ruches exactement par rapport à la cité de Descartes. Et donc, dans le cercle rouge, c'est toute la surface qui a été couverte par les abeilles. Et donc, les analyses qui sont effectuées sont pour cette surface-là. Donc, de manière générale, dans un biomonitoring, on travaille avec 4 périodes. Ici, avec Descartes, on a décidé de regrouper les périodes ensemble pour cette première année et on a commencé en deuxième période. Donc, toutes les analyses ont été faites sur du pollen qui a été récolté par les abeilles depuis début juin jusqu'à mi-octobre. Donc, les analyses ont été faites pour la diversité végétale, les pesticides et les métaux lourds. Et alors, pour faciliter la compréhension des résultats, on a créé un code couleur qui permet de mieux assimiler. Donc, quand on est dans le rouge, c'est qu'il y a un problème majeur et que des actions sont nécessaires sur le site. Quand on est en orange, c'est qu'il y a un problème mineur et qu'il faut approfondir la source du problème. Quand on est au vert, c'est que la situation est optimale et qu'il faut maintenir l'effort. Et en gris, c'est quand il y a encore des analyses en cours ou qu'une période n'a pas été analysée. Donc ici, on a un résumé général des résultats de DDI qui sont très positifs parce qu'on voit qu'on est dans le vert pour la diversité végétale, les pesticides et les métaux lourds. Donc si on va un peu plus en détail pour chacune de ces analyses, je vais commencer par la diversité végétale. On utilise 2 indicateurs différents. Le premier est le nombre d'espèces qu'on identifie dans le pollen. Et donc là, on regarde par rapport à la moyenne de tous les sites qu'on évalue chez Biodiversity. Si le site est au-dessus ou égal à la moyenne, alors l'indicateur est au vert. Si on est en dessous de cette moyenne, l'indicateur est au rouge. Et on regarde aussi l'origine des espèces. On va voir si plus de la moitié des espèces sont d'origine sauvage et donc avec un intérêt plus intéressant, on sera alors au vert. Si on est entre 25% et 50% d'espèces sauvages, l'indicateur est orange. Et si on est en dessous de 25%, l'indicateur est rouge. Donc, sur le site de Descartes, on a un nombre d'espèces qui est supérieur à la moyenne et une grande origine d'espèces qui est sauvage. Donc ici, si on regarde les chiffres, on voit que 24 espèces ont été mesurées sur le site de DDI, alors que la moyenne est de 16,6. Donc c'est très positif. C'est un résultat global, étant donné qu'on est sur du pollen qui a été récolté de juin jusqu'à mi-octobre. Donc il est possible qu'il y ait un certain effet dilutif pour des plantes qui sont présentes en plus faible quantité, qu'on n'ait peut-être pas pu les identifier, étant donné qu'on a regroupé le pollen sur cette longue période. Et donc, du coup, il est aussi possible que lors de la deuxième période, par exemple, en juin et juillet, il y ait moins de fleurs, mais que ça a été compensé au mois d'août et au septembre. Donc voilà, normalement, ici, vous voyez sur le graphe à droite, on peut différencier les périodes et voir quand il y a des carences. Pour cette première année chez DDI, c'est pas possible, mais on a quand même un bon résultat global qui permet de voir que la biodiversité est bonne. Si on va un peu plus en détail pour ces 24 espèces, on a donc catégorisé les 24 espèces et on voit qu'on a des plantes ornementales, des plantes potagères, des arbres, des plantes sauvages. Et quand on regarde tout ensemble, on voit que 87,4% des espèces sont sauvages, ce qui est vraiment très, très bon. Et ensuite, si on regarde les différentes familles de ces 24 espèces, on a 11 familles différentes sur le site. Ce qui est très positif pour les pollinisateurs qui ont besoin de variété dans leur bol alimentaire. Donc, c'est en fait un indicateur qui permet de voir la diversité des ressources. Et donc là, pour regarder encore un peu plus en détail, on va regarder les pollens dominants. Donc, dans l'échantillon de pollen qu'on a, on va voir les espèces qui reviennent le plus fréquemment, qui sont donc les espèces que les abeilles ont été visitées le plus régulièrement. C'est un indicateur qui nous permet de voir quantitativement quelles plantes sont les plus présentes. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'on retrouve des espèces telles que le lierre grimpant, avec 16%, qui est une espèce qui, elle, fleurit plutôt en fin de période, donc au mois de septembre. Mais on retrouve aussi d'autres fleurs comme le Galega officinal, qui lui va fleurir plutôt au printemps et début d'été. Et puis on a le trèfle qui lui est sur toute la période. Donc on voit qu'à travers nos analyses, on a vraiment couvert
du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, et qu'on a une très bonne variété de pollen, ce qui est très important pour les pollinisateurs. Ensuite, quand on passe aux pesticides, on travaille avec 3 indicateurs: le nombre de pesticides qu'on retrouve sur le site, la concentration des pesticides, si elle est dans les règles, donc si les résidus que l'on retrouve sont en dessous des autorisations ou si on les excède. Et ensuite, on regarde aussi si les pesticides sont interdits ou si on peut les utiliser. Chez Descartes, tout était au vert, étant donné qu'aucun pesticide n'a été retrouvé. Donc, c'est un très, très bon résultat. Après, il faut évidemment prendre en compte le fait que la première période n'a pas été prise dans les analyses. Or, c'est souvent entre avril et mai que les agriculteurs traitent préventivement leur culture et qu'on retrouve normalement la majorité des pesticides. Et ensuite, c'est aussi possible qu'il y ait eu un certain effet dilutif de ces pesticides, étant donné qu'on a regroupé les échantillons ensemble. Et pour terminer, on a également analysé les éléments traces métalliques. Donc pour les métaux lourds, on a un indicateur. On va regarder de nouveau la moyenne par rapport à la moyenne du métal lourd sur les sites de type urbain ici, pour avoir une comparaison étant donné que DDI est un site urbain. Et donc on va voir pour chaque métal lourd s'il est en dessous ou au-dessus de la moyenne sur les autres sites urbains. Donc on voit qu'ici on était en dessous de la moyenne pour chacun des métaux lourds. Et alors, on observe à travers les graphes que le plomb a été retrouvé, mais à faible concentration. Le chrome, le cuivre, le zinc et le cadmium ont tous été retrouvés avec des concentrations très faibles. Et l'arsenic et le mercure, qui ont été analysés, n'ont même pas été retrouvés sur le site. Donc, de nouveau, ce sont des effets, des résultats très positifs avec des concentrations faibles, où il faut de nouveau un peu prendre en compte quand même le potentiel effet dilutif. Donc, il reprend la caméra pour conclure. Donc, pour conclure la présentation, c'est de se projeter un peu sur l'avenir, donc en 2022, et cette possibilité de cette fois-ci faire un biomonitoring qu'on appelle complet. Donc, comme l'expliquait Laetitia, c'est un biomonitoring cette fois-ci avec 4 périodes. C'est-à-dire où on ne va pas mixer les échantillons. On va vraiment faire les analyses biodiversité, pesticides et métaux lourds pour chacune des 4 périodes. Donc, pour rappel, la première période, c'est le printemps. La deuxième, c'est le début de l'été. La troisième, c'est la fin de l'été. Et la dernière, c'est l'automne. Et comme en fait, Laetitia l'a déjà un peu expliqué, c'est qu'on se rend bien compte qu'en fait, on retrouve par exemple des éléments végétaux qui vont plutôt fleurir au printemps, plutôt au début de l'été, plutôt à la fin de l'été ou plutôt à l'automne. En fait, ce qui nous intéresse, nous, dans nos projets, et notamment, c'est ça l'avantage de faire un biomonitoring complet, c'est que ça va nous permettre vraiment de voir les carences, s'il en existe, à quel moment de l'année elles interviennent. Donc, comme l'a dit Laetitia, les résultats, ils sont bons, mais il serait encore plus intéressant d'avoir des éléments détaillés par période, parce que peut-être qu'un résultat globalement bon masque 3 bonnes périodes et une période un petit peu moins bonne. Donc, pour finir, je vais juste vous montrer cette diapositive. Donc, c'est une étude de cas, un projet qu'on conduit avec une collectivité territoriale. Et en fait, on travaille avec eux depuis 8 ans, donc depuis 2014. Et donc, c'est un projet vraiment de territoire où on a travaillé avec la collectivité, les entreprises et même les citoyens. Et donc, comme vous voyez, quand on conduit un biomonitoring donc dit complet avec les 4 périodes, on est capable de suivre les évolutions avec des indicateurs quantitatifs et de voir comment ça évolue au sein d'une même année, mais aussi de façon pluriannuelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de poser un diagnostic de départ. Sur la base de ce diagnostic, de déjà faire des premières recommandations pour que les acteurs du territoire, par exemple les collectivités territoriales, l'université, enfin, tous les gestionnaires d'espaces verts, favorisent la plantation d'espèces végétales qui viendraient combler les éventuelles carences identifiées. Et donc, l'idée de suivre dans le temps, c'est qu'après, on est capable de mesurer l'impact qu'ont eu ces plantations et de clairement vérifier si les choix qui ont été opérés sont
judicieux ou pas, et concrètement, qu'est-ce que ça a apporté au milieu. Donc, pour revenir au début de ma présentation et pour conclure là-dessus, c'est vraiment ça l'idée, c'est de diagnostiquer, d'interpréter, mais de conseiller et de recommander pour inciter nos clients directs, mais toutes leurs parties prenantes à favoriser la biodiversité, à améliorer l'état de l'environnement. Et donc, on a cette solution qui permet à la fois de recommander et qui permet aussi de mesurer et de suivre l'impact des décisions politiques, des décisions privées, voilà, qui sont prises dans les territoires pour améliorer l'état de l'environnement. Voilà, donc on vous remercie tous les deux et on est bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Alors, petite précision, parce que vous allez me dire, mais pourquoi n'avez-vous pas pris l'étude complète? En fait, on a découvert Biodiversity par notre réseau GreenTech à peu près au printemps, donc on n'a pas pu faire démarrer l'étude avant, et puis on a négocié le prix, donc aussi on a un peu condensé les choses. Alors, on a néanmoins un résultat qui est très encourageant, puisqu'on voit que d'une part, et en termes de biodiversité et de pesticides, nous sommes bien entourés. Et ce qui serait intéressant, effectivement, c'est potentiellement de poursuivre. Et pour cela, cette fois-ci, on était avec l'association des, alors je ne sais pas exactement comment elle s'appelle, des salariés, enfin quelque chose comme ça, de l'ex-IFSTAR, qui possède les ruches, enfin la ruche où a été installé le système. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'une part, peut-être d'inclure d'autres partenaires sur lesquels on puisse implanter des ruches ou si eux-mêmes ont des ruches, de façon à ce qu'on puisse élargir le périmètre, et puis qu'effectivement, on mène l'étude sur les 4 périodes pour voir s'il y a des périodes en carence où il y aurait des actions particulières à prendre en matière de biodiversité. C'est peut-être quelque chose qui intéressera EPA, enfin, l'établissement public d'aménagement EPA Marne, qui est un de nos partenaires. Et maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Alors oui, alors je me rends compte que j'ai fait Laurent Bouillot, je me rends compte que j'ai fait une fausse manip en fait en postant mes messages, parce que j'ai fait une réponse à Frédéric, au message de Frédéric, au lieu de le poster pour tout le monde dans le chat. Sur le slide numéro, donc pour recaler, je faisais partie des personnes qui s'occupaient de nos 2 ruches qui ont été instrumentées. C'est moi qui m'occupe de l'activité apicole au sein de la SCE. Sur votre slide 25, là, où vous présentez les principaux pollens que vous avez retrouvés, effectivement, alors c'était plus une remarque qu'une question. C'est quelque chose qui serait pour moi très très intéressant d'avoir, ou du moins dans la manière de le visualiser, même si vous l'avez dit un peu à l'oral, que le trèfle c'est à telle époque, le lierre à telle époque, mais visualiser en fait les principaux pollens que l'on a et en même temps visualiser la saisonnalité. C'est quelque chose qui serait d'autant plus informatif selon moi parce que ça nous permet d'identifier des potentielles périodes de disette, même si là c'était aggloméré sur plusieurs périodes, mais malgré tout, on sait très bien que si vous trouvez énormément de chèvrefeuilles sur une période, ce n'est pas le chèvrefeuille qui a fait toute la période parce que sa période de floraison est très courte. Et du coup, ça permettrait aussi pour les potentiels partenaires, les instances locales, qui pourraient avoir des programmes de plantation, etc., d'être orientés, d'avoir des informations. Parce que, à mon avis, qu'ils plantent une essence ou une autre, ça n'a pas d'impact d'un point de vue organisationnel, visuel, etc. Alors que pouvoir rajouter à leur démarche de plantation un critère de décision qui serait fournir la nourriture à la biodiversité sur toute l'année, ça ne serait pas, je trouve pas inintéressant, enfin, du moins de mon point de vue. Et ma dernière petite question ou remarque, c'était, oui, vous dites qu'en fait, on est en milieu urbain. Alors oui, il y a des grandes villes autour de nous, il y a beaucoup de villes, on est petite couronne, d'accord, mais à l'échelle de nos abeilles, je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment se considérer comme un milieu urbain? Parce qu'en fait, certes, il y a des villes, etc., mais je reste persuadé que les abeilles, bon, elles ont un périmètre d'1,5 km, 2 km autour de nos ruches, et elles vont là où il y a à manger. Et vu la grande quantité de forêts, de jardins, etc., qu'on a autour de chez nous, je pense qu'elles se comportent un petit peu quand même comme des abeilles, pas tant urbaines que ça, on va dire.
Alors, je suis très content de voir ces résultats-là, même si je les pressentais. Effectivement, on a la chance d'être loin des champs, donc je ne suis pas sûr qu'elles soient très impactées. J'espère qu'elles ne seront pas impactées par d'éventuelles pulvérisations de l'autre côté de la 4. Mais là, on commence à être un petit peu loin, je pense, pour nos abeilles à nous. Voilà, c'était juste cette remarque. Je ne sais pas si on peut se considérer comme un campus vraiment, aux yeux des abeilles, comme un campus urbain. Voilà. Comparé par exemple à nos collègues qui sont à Saint-Denis, où là, ils pourraient eux aussi installer des abeilles sur les toits, etc. Et ils auraient certainement des résultats très différents des nôtres. Voilà. Mais merci pour ces résultats. Et effectivement, on est très, très partant à la SCE sur la possibilité éventuellement de recollaborer avec vous si ça vous intéressait, si vous trouviez des collectivités qui avaient envie d'avoir des informations ou des critères d'aide à la décision sur l'aspect environnemental à travers nos abeilles. Merci beaucoup. Bonjour, Elisabeth Zoglami et pas mal. Je suis désolée, je n'arrive pas à connecter ma caméra. Je voudrais bien m'en pardonner. Effectivement, cette étude et cette façon d'analyser la biodiversité nous intéresse particulièrement parce que dans nos projets, donc pour monter nos dossiers et au fur et à mesure de leur réalisation, on fait des études et des diagnostics faune-flore. Mais une fois qu'on les a faits, on ne sait pas forcément longtemps après ce qu'il en ressort et comment ça évolue. Et aujourd'hui, je vais parler de biodiversité à notre direction générale et à notre direction stratégie pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Vraiment, c'est le chef de projet Descartes qui est avec nous, Florian Chalvignac, et je pense qu'il est effectivement intéressé à utiliser vos données sur nos projets. Voilà, en tout cas, bravo pour ce beau travail. Un grand merci. Je pense que votre réaction est intéressante parce que ça rejoint un peu notre objectif avec Jean-Christophe au départ, c'est de faire vraiment un projet qui bénéficie à tout le territoire. Et quand je dis ça, c'est tous les acteurs universitaires, privés, les aménageurs. Donc, on est très content de votre première réaction très positive. Frédéric? Oui, merci beaucoup. C'est très, très, très intéressant. Donc, je vous confirme que le miel est excellent, hein, du reste. Voilà. Je suis très intéressé aussi par la partie, finalement, le réseau de capteurs opportunistes, en fait, hein, c'est-à-dire qui sert aussi à produire du miel et simplement à contribuer à la vie. Voilà. Alors, je me pose la question parce que vous avez travaillé dans énormément d'endroits. Enfin, si je reprends les premiers transparents, en Auvergne, un peu partout. Comment ça se passe en milieu, alors on va dire réellement agricole, c'est-à-dire en milieu agricole? Il y a quand même un souci qui d'ailleurs a fait beaucoup débat dans les travaux du GIEC, notamment, savoir s'il faut effectivement réinstaurer la biodiversité partout, ou au contraire spécialiser des zones d'agriculture intensive, en laissant des espaces complètement vierges pour la biodiversité. Enfin, les débats actuels portent là-dessus. Donc, quelle est votre expérience sur les zones agricoles? Oui, je vous remercie de cette question. Effectivement, on a plusieurs projets en zone agricole. Ces projets étant eux-mêmes de nature différente, c'est-à-dire qu'on travaille pour des grandes entreprises de l'agroalimentaire, par exemple comme Bonduelle. On travaille directement avec des agriculteurs, justement en lien avec des collectivités pour faire évoluer leurs pratiques. Je vais vous donner juste l'exemple de Bonduelle, évidemment sans rentrer dans des choses confidentielles, mais je trouve que ça pose bien le débat. Bonduelle, sur les 3 sites sur lesquels on travaille en France avec eux, en fait, ils avaient un objectif très simple, c'est qu'ils voulaient verdir leur production tout en maintenant la qualité des rendements et la qualité de leurs produits. Sauf que pour le faire, ils avaient des idées, ils avaient des pistes, mais ils n'avaient en fait pas d'indicateurs techniques associés pour voir s'ils atteignaient leur cible. Et donc, très concrètement, on travaille avec la R&D Innovation chez Bonduelle, et par exemple, ils avaient l'idée de supprimer tel produit, de remplacer tel produit pesticide par un autre qui est moins écotoxique, etc.
et de voir un peu comment ça se passe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un biomonitoring pour faire un diagnostic de départ. Et l'année d'après, ben justement, ils ont initié ces changements de pratique. Et on a continué le biomonitoring. Et donc, sur la base de nos indicateurs, on a pu leur dire s'ils avaient atteint leur cible. C'est-à-dire qu'ils ont diminué les pesticides qu'ils utilisaient le plus, mais est-ce qu'au final, ce n'était pas ceux qu'ils utilisaient en petite quantité qu'on retrouvait le plus dans l'environnement? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des résultats, mais c'était vraiment ça l'approche sur l'aspect, on va dire, pollution. Et puis après, il y a l'aspect biodiversité. C'est-à-dire qu'on travaille avec un agriculteur, il a sa culture. Mais en fait, la force, c'est que la biodiversité, elle se développe aussi au regard de tout ce qui existe autour. Et donc, par exemple, on sait qu'il y a des plantes qui ont un effet naturel biocide. Donc, ces plantes-là, elles peuvent à la fois servir de produits d'alternative à des pesticides, donc d'avoir un effet, on va dire, pesticide naturel, mais en plus, ces plantes, elles peuvent rentrer en synergie avec la culture pour encore améliorer les rendements. Un exemple tout simple, parce qu'elles développent un tissu racinaire qui permet de mieux conserver l'eau au sol dans des étés qui sont chauds et secs. Et donc, c'est ça sur le quoi on travaille chez Biodiversity. On a des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui permettent de booster la biodiversité de façon générale, donc améliorer l'écosystème, mais en même temps, du coup, d'améliorer la capacité productive de notre client agroalimentaire, tout en améliorant la qualité de l'environnement en même temps. Et pour conclure là-dessus, on n'a pas une approche dogmatique. C'est-à-dire que les agriculteurs et les spécialistes de l'agroalimentaire, ils aiment travailler avec nous parce qu'on n'arrive pas pour les juger. On arrive en fait pour les accompagner. Et ce qui les intéresse, c'est qu'on leur amène des informations techniques sur leur propre appareil de production. Et donc, ils sont des fois surpris par la nature des résultats qu'on met en exergue. Et puis, pour finir, il y a quand même un côté solution hyper important, c'est que la donnée, elle vient de l'abeille. Donc, en fait, la donnée, elle vient au final du meilleur rallié, qui est l'abeille, qui elle-même participe à la production, à la productivité de leur propre culture. Donc, il y a une écoute, il y a une sensibilité à l'origine de la donnée, parce que la donnée, en fait, elle vient de la nature. Il n'y a pas de défiance vis-à-vis d'un système technique obscur, hein, c'est ça. Non, les données sont très transparentes. Voilà. Et puis, c'est vrai que voilà, ça vient de la nature. Les données sont très transparentes. Ce n'est pas des données qu'on vient mettre sur la table, c'est des données qu'on discute avec eux. Et en fait, on a un réel échange avec eux pour voir qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée concrètement derrière. Oui, c'est très important cet aspect-là, au vu de la défiance, effectivement, qu'on observe aujourd'hui vis-à-vis de tout ce qui est technique, en fait. Voilà. Parce que là effectivement, l'origine, elle est proche, effectivement, des gens. J'ajouterais même une petite chose, c'est que si ces industriels sont effectivement intéressés pour accéder à ce genre de données, on rentre dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que s'ils veulent avoir des abeilles qui viennent récupérer ces données, il faut juste qu'il n'y ait pas les produits qui font que les abeilles ne rentrent pas à la ruche une fois qu'ils sont passés au-dessus du champ, quoi. Donc, c'est un cercle qui ne peut être que vertueux. Il y a un effet de seuil, oui. Voilà, merci à tous pour votre participation. C'est le moment de nous laisser. Je conclurai en remerciant bien évidemment les prestataires qui nous ont permis de travailler sur ces expérimentations, les participants, mes collaborateurs qui ont travaillé aussi sur le sujet. Vous informer que notre prochaine conférence aura lieu le 8 mars. C'est aussi une des conférences qu'on organise tous les ans sur la Journée internationale des droits des femmes. J'insiste aussi sur le fait que nous souhaitons poursuivre certaines de ces expérimentations et donc que nous sommes à la recherche de partenaires pour cela. Je vois que Sylvie, vous levez la main. Vous voulez ajouter quelque chose ? En fait, c'est le petit au revoir, mais j'avais juste une question quand même que je n'ai pas posée après l'intervention de Biodiversity. Est-ce qu'ils ont déjà réalisé ce type d'études à l'échelle de l'ensemble d'un grand territoire? Je suis directrice de Seine-et-Marne Attractivité, juste pour cibler un peu ma question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? La réponse, c'est oui. On a déjà conduit des projets sur des communes entières. Le graphique que je vous ai monté à la fin de ma présentation, je suis sur une ville balnéaire en Belgique qui s'appelle Knokke-Heist.
qui fait 56 km² et qui regroupe 26 000 habitants. Et donc, on travaille depuis 8 ans avec eux sur l'ensemble de la collectivité, donc à la fois avec la ville, mais aussi avec toutes les entreprises du secteur, les agriculteurs du secteur, les citoyens, les associations, etc. etc. Et c'est ça qui nous a permis, dans les 4 premières années, de multiplier par 4 la biodiversité à l'échelle de toute la commune. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si on, évidemment, sur la Seine-et-Marne, globalement, ce n'est pas possible, mais par exemple, si on prenait un point de contrôle, une ville un peu contrôle-test sur chacune des EPCI du département, ça serait imaginable. Oui, dans tous les cas, on peut clairement travailler sur des grands territoires. Par exemple, le projet qu'on fait avec le Cantal, c'était une de leurs difficultés, c'est qu'ils avaient des grands espaces naturels sensibles. Et là, on a travaillé sur 900 hectares et que du coup, notre solution apporte de la donnée sur 700 hectares d'un coup. D'accord, donc ça pourrait être envisageable. Tout à fait. Et ça sera avec grand plaisir. Eh bien, très bien. Merci. Et puis cette fois-ci, c'est effectivement la bonne. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment en tout cas. Alors, en tout cas, pour étendre, c'est une question de multiplication du nombre de ruches aussi. Oui, évidemment. Nombreux pour pouvoir financer cette opération. Oui, oui. Merci. On aura les coordonnées des différents, enfin surtout de biodiversité, parce que nous, on est déjà équipés d'Orange Fluvision, donc on est moins concernés. Mais de biodiversité en tout cas. Je vous les enverrai. Super. Pour vous mettre en relation. Mais de toute façon, vous allez recevoir à l'issue de cette petite conférence le classique mail de Yael avec le lien sur le replay. Je crois qu'elle vous envoie aussi les présentations et puis notre fameux questionnaire d'évaluation. Et puis moi, je vous enverrai, Sylvie, les coordonnées. Enfin, vous les aurez sur la présentation de façon… Oui, voilà, d'accord. Merci infiniment en tout cas. Et puis, quand même, une petite note sur 2022. Donc, on va poursuivre d'autres expérimentations qu'on n'a pas encore totalement assises. Mais bon, 2 idées seraient… Alors là, vous m'en avez donné une sur les parkings, Frédéric. Donc, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Et puis, une autre sur la pollution atmosphérique. Donc, là aussi, c'est toujours un travail partenarial. Donc, on reviendra certainement vers nos amis du GE pour voir s'il y a des choses que l'on peut faire avec le LVMT et peut-être d'autres. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, activité@descartesdelvinov.com. Vous trouvez toutes nos coordonnées et plein d'informations super intéressantes sur la Cité des Cartes sur notre site. Bon après-midi et bonne année aussi à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.